Dans ce journal, le son de cloche de la jeunesse du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina sur la situation nationale, notamment sur la question de la réconciliation nationale. Les jeunes s'expriment par le biais d'une conférence de presse. Nous les entendrons dans un instant. Manifestation des commerçants à Ouéguia. À la base de ce mouvement d'humeur, une hausse des prix de loyer de boutiques. Explication dans un instant. Un jeune soudeur qui exerce également dans le milieu très sélect du mannequinat. Nous irons à Bobo du Lasso pour faire plus ample connaissance avec Ibrahim Aboubakar Touré, un mannequin pas comme les autres. Et puis en Afghanistan, les talibans aux portes de Kaboul. De nombreux pays décident le rapatriement de leurs ressortissants. Le président Ashraf Ghani appelle à la remobilisation des troupes afghanes et annonce des concertations en cours. Nous verrons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour les actualités dans cette édition. Pour commencer, fin de séjour de la délégation du Fonds africain de garantie et de coopération économique à Ouagadougou. Avant de quitter la capitale burkinabé, le directeur général du FAGAS fait le point de ces différentes concertations et rencontres à la presse. Le bilan de la mission avec Nong Bakouda et Sanoua Christine Koulibaly. C'est le dernier acte d'un séjour de 5 jours au pays des hommes intègres. 5 jours meublés de rencontres avec les autorités au sommet de l'État, mais aussi avec les principaux acteurs du développement. Des rencontres qui ont comme finalité l'accélération de la cadence de l'intervention du FAGAS, le Fonds africain de garantie et de coopération économique au Burkina Faso. Une ambition traduite en actes par la signature de ces différents mémorandums. Il y a un besoin d'accélération du financement. Parce que le Burkina, qui se porte bien économiquement, parce que ça, par rapport aux pays similaires, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, a besoin de booster son financement pour pouvoir aller de l'avant. Et voilà, il y a un nouveau référentiel qui est en train d'être mis en place. Le FAGAS va accompagner ce référentiel sur les 5 prochaines années. Ça coïncide avec le plan stratégique du FAGAS. Et nous accompagnons nos partenaires privilégiés qui sont les banques, parce que le FAGAS finance l'économie qu'à travers le secteur bancaire. Et nous avons écouté également les opérateurs économiques. Et nous avons un œil particulier pour l'artisanat, l'économie rurale et agricole, les entrepreneurs ruraux et au niveau du commerce international dans la sous-région. Dans la pratique, il s'agira pour le FAGAS d'apporter une garantie auprès des institutions financières. En contrepartie, ces institutions devront accélérer le déblocage des fonds pour le financement des PME burkinabés. Le secteur financier dans son ensemble est très satisfait de cette mission-là et je pense que c'est un nouveau départ que nous allons entreprendre avec le FAGAS. Je voudrais aussi noter que dans les bonnes nouvelles que le FAGAS nous a annoncées, il y a la mise en place en réalité donc, de ce bureau de liaison qui va faciliter les interactions entre le FAGAS et les institutions bancaires du Burkina Faso. Ce bureau de liaison devrait voir le jour dans les prochains mois au Burkina Faso. Et puis, lutte contre la circulation illégale des armes légères et de petit calibre dans l'espace CEDEAO. Le projet Réponse ouest-africaine contre les crimes organisés veut jouer sa partition, un projet financé par le gouvernement allemand et l'Union européenne. Les acteurs de sa mise en œuvre sont conviés à un atelier de validation de la stratégie de communication. Précision, bienvenue Tamsa. C'est une rencontre qui vise à donner un coup d'accélérateur à la mise en œuvre du projet Réponse ouest-africaine contre les crimes organisés et le trafic. Cet atelier qui réunit ces acteurs de la chaîne de lutte contre l'insécurité mène la réflexion sur la stratégie nationale de communication et de sensibilisation qui va couvrir le projet. L'objectif est de faire de ce document une référence pour plus d'efficacité et pour la visibilité des actions à mener. L'un des volets de ce projet recommande l'adoption d'une stratégie nationale de communication et de sensibilisation, d'où la tenue de l'atelier de validation afin d'aboutir à un document consensuel et participatif. 2 jours durant, les participants à cette rencontre sont donc soumis à un examen minutieux pour sortir un document débarrassé de toute imperfection. Le projet Okwati permettra sans doute au Burkina Faso de renforcer sa politique de sécurité et d'améliorer la sensibilisation des populations, surtout des zones frontalières, sur les conséquences malheureuses des ALPC.
La communication est un pilier essentiel dans les actions de bonne gouvernance et il est capital que les populations soient permanemment informées, sensibilisées et formées à travers des canaux appropriés afin qu'elles puissent participer de façon efficace à l'atteinte des objectifs du projet. Financé par le gouvernement allemand et l'Union européenne, le projet Réponse ouest-africaine contre les crimes organisés et le trafic vise à réduire la circulation illégale des armes légères et de petit calibre au Burkina Faso et dans 6 autres pays de la CEDEAO. Il doit couvrir 5 régions du Burkina Faso, dont les Cascades, les Hauts-Bassins et le Sahel. L'actualité politique dans ce journal, c'est la jeunesse du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina qui exige l'élaboration d'un calendrier clair de la réconciliation nationale et le retour sécurisé des exilés politiques. Devant les journalistes, ce matin, les jeunes du mouvement passent au peigne fin la situation nationale, notamment dans son volet sécurité. Le compte-rendu de la conférence de presse est signé Nongba Kouda et Issa Kanana. Le retour sécurisé de tous les... Ils disent vivre avec amertume les promesses présidentielles qui tardent à se concrétiser. Eux, ce sont les jeunes du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina Faso. Face à la presse, ils exigent une accélération du processus de réconciliation nationale et le respect de l'engagement de campagne du chef de l'État quant au retour de l'ancien président Blaise Compaoré après les 6 premiers mois de son mandat. Peu importe les moyens par lesquels l'État va le faire venir, mais il est important qu'il soit au Burkina Faso. Parce que pendant ces 27 ans, on a constaté une certaine stabilité et nous voulons vivre cette stabilité. Et il peut être aux côtés de l'État, du gouvernement, les aider à résoudre cette situation. Les jeunes du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina exigent par ailleurs l'élaboration d'un programme clair de réconciliation nationale, sa mise à la disposition des citoyens et surtout leur prise en compte dans le processus. Aujourd'hui, tout le monde parle de la réconciliation nationale. On ne sait pas ça commence quand, ça finit quand, quels sont les paramètres qui seront pris en compte. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des jeunes dans la réconciliation nationale? Mais si la réconciliation doit durer, c'est nous les jeunes. Les vieux, on ne le souhaite pas, mais d'ici là, s'ils ne sont plus, c'est nous qui devons continuer. Il faut que nous en soyons pris en compte. Face à la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, les jeunes du mouvement Agir Ensemble saluent le sacrifice des forces de défense et de sécurité et l'ensemble des forces engagées. Pour ces jeunes, la solution de cette crise est multiforme. C'est pourquoi, à la solution militaire, ils proposent d'adjoindre celle politique, diplomatique et économique. Et une autre solution à cette insécurité et le terrorisme, il y a l'état d'urgence instauré au Burkina Faso, une limitation de liberté individuelle qui ne fait pas l'unanimité. Pierre Claver Milogo, chercheur en droit public, fait de la question le sujet principal de son ouvrage intitulé « Les limitations des droits fondamentaux en période de lutte contre le terrorisme ». Son avis dans ce dossier que nous propose Jean-Eudes Bayala et Sekou Zongo. La limitation des libertés individuelles en période de conflits armés, objet de polémique dans les pays à la culture démocratique. La question est également dans l'air du temps au Burkina Faso, qui est sous état d'urgence depuis décembre 2018. La dernière prorogation de cette loi qui limite les libertés individuelles dans les zones impactées par l'insécurité date du 24 juin 2021. Pour ou contre le maintien de l'état d'urgence au Burkina Faso, Dr Claver Milogo apporte sa lecture dans son ouvrage intitulé « Les limitations des droits fondamentaux en période de lutte contre le terrorisme ». Selon le chercheur en droit public, la survie de l'État burkinabé est un impératif et absolument rien ne doit lui être opposable. L'objectif justement du livre, c'est de démontrer que l'État peut être amené, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, à limiter les droits de l'homme. Et c'est un impératif. Et pour assurer sa survie, il est obligé de limiter les droits de l'homme pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et en limitant les droits de l'homme, il peut procéder à la limitation, par exemple, de la vie privée, du droit à la vie privée, de la liberté d'aller et de venir, en instaurant, par exemple, des couvre-feux et toute une batterie de mesures qui peuvent être prises. Une batterie de mesures qui sont réglementaires et inscrites dans la loi fondamentale du pays, mais aussi des mesures circonstancielles qui échappent aux prévisions de la Constitution. En instaurant, par exemple, l'état d'urgence ou en instaurant l'état de siège, ou en instaurant des limitations particulières aux droits de l'homme,
telles que par exemple les interdictions, les limitations de la circulation, la liberté d'aller et de venir, à travers le couvre-feu par exemple, qui est en vigueur dans plusieurs localités du Burkina, dans certaines régions particulièrement touchées, ou bien à travers d'autres mesures telles que par exemple les interceptions de correspondance, les lectures de mails, les écoutes téléphoniques, les détentions au secret comme par exemple certains États le pratiquent. Faut-il pour autant sacrifier les droits de l'homme sur l'autel de la lutte contre l'insécurité? Non, répond Dr Pierre Claver Milogo, pour qui l'état de droit a ses exigences et la survie de l'état burkinabé doit être assurée dans le respect des droits fondamentaux de l'homme. Tout état aujourd'hui qui se dit être un état de droit, respectueux des libertés et des droits de l'homme, un état démocratique, doit lutter contre le terrorisme tout en assurant la protection des droits et des libertés des citoyens, qui sont tous les deux des impératifs de tout État moderne. En tout état de cause, le Burkina Faso ne doit pas rougir, car en matière de respect des droits et des libertés de citoyens, le Burkina Faso est loin d'être le dernier de classe. Et la dernière illustration, selon le docteur Milogo, c'est la tenue du procès de présumés terroristes, un procès dont la première session s'est ouverte ce 9 août au tribunal de grande instance Ouagadougou. Direction Ouéguia, où les commerçants mécontents du conseil municipal exigent le départ du maire de la ville. La raison de ce mouvement d'humeur serait une hausse de prix de loyer de boutique qui se passe de 5 000 à 20 000 francs CFA. La mairie confirme cela mais marque sa disponibilité pour des négociations. Mais cela ne semble pas calmer les manifestants de ce vendredi matin. Boukari Ouedraogo, Abdul Rasmane Zongo. Le conseil municipal de la ville de Ouéguia et les commerçants de la dite commune ne filent pas le parfait amour. Et en cause, l'augmentation du prix du loyer mensuel des boutiques, qui passe de 5 000 francs CFA à 20 000 de nos francs, est considérée comme une pilule financière difficile à avaler et est donc rejetée par les commerçants. Et ils ont observé ce vendredi matin un mouvement d'humeur. En témoigne, ces rues quelque peu désertes, pourtant ordinairement bondées de monde, des boutiques closes, des magasins esselés, sans clients ni propriétaires. Cette situation fantomatique du marché central de Ouéguia est également constatée au niveau des installations des commerçants en face du conseil régional du Nord. Ceux qui ont des boutiques payaient 5 000 francs CFA par mois. Mais le maire est venu augmenter à 20 000 francs CFA. Nous avons négocié sans succès. Avec le Covid-19 et l'insécurité, nous sommes à bout de souffle. La mairie se défend par rapport à l'augmentation, mais reste ouverte pour des négociations. Le conseil municipal a pris une délibération portant augmentation des loyers des boutiques qui sont en face de la place de la Nation. Ces boutiques étaient mises en location à 5 000 francs le mois. Et le conseil municipal a jugé bon de relever ce montant-là à 20 000 francs. Parce que, bon, quand même, vous voyez que c'est la place la plus importante, en tout cas la plus animée de la ville. S'ils ne sont pas contents, bon, des négociations sont là. On va ramener le sujet sur la table. En attendant, le domicile privé du maire de la ville de Ouéguia, situé au secteur 1, a été vandalisé par un groupe d'individus. On peut dénombrer des vitres et lampes brisées, des pots de fleurs renversés, des arbres également n'ont pas échappé à la furie de ces visiteurs indésirables. Tout autre chose, 300 jeunes diplômés de l'enseignement supérieur qui bénéficient de l'accompagnement du programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés en fin de cycle, édition 2021. C'est le cadeau offert aux jeunes à Tinkodogo en marge de la commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Une présentation du programme avec Paul Tientra et Bernard Diasso. Le programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés édition de 2021 est officiellement lancé au cours de cette soirée d'hommage à la jeunesse. Les jeunes diplômés du Burkina vont bénéficier de formations aux techniques de recherche d'emploi et à l'entrepreneuriat, également d'assistance à l'élaboration de projets d'auto-emploi et de stages d'initiative à la vie professionnelle. Ce programme m'a permis d'obtenir un stage, ce qui va me faciliter mon insertion professionnelle.
Ce programme d'appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés en fin de cycle se met en œuvre dans les 13 régions du Burkina avec l'accompagnement des structures d'accueil des bénéficiaires. C'est être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, c'est-à-dire détenir la carte de demandeur d'emploi. Donc, troisième critère essentiel, c'est de n'avoir pas participé à une édition passée du programme. Ce programme constitue un tremplin qui permettra aux jeunes d'accroître leur employabilité et d'accéder à des emplois décents et productifs. Pour cette édition 2021, nous visons donc le recrutement donc de 300 jeunes diplômés de toutes les régions. C'est peu, mais nous pensons que c'est comme ça, petit à petit, que nous allons donc arriver à trouver donc de l'emploi pour l'ensemble des jeunes. Le programme s'adresse essentiellement aux jeunes diplômés en fin de cycle de l'enseignement supérieur public et privé, titulaires du DIT, du DTS, BTS, de la licence, de la maîtrise, du master, du DEA, du DSS, du MBA, du doctorat ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Et puis le ministre en charge de l'agriculture en tournée de suivi de campagne agricole est dans la boucle du Moun. Salif Ouedraogo et ses équipes visitent bassins rizicoles, exploitation puis s'entretiennent avec les producteurs. Un seul message, l'atteinte des objectifs de la campagne humide, le point de la sortie terrain dans cette zone avec Naba Ida Dabiri et Karim Ouedraogo. Des champs de maïs à montaison et de coton à Kiriba. Des bas-fonds rizicoles qui augurent de bonnes récoltes à l'an. Le ministre en charge de l'agriculture est ici en contact direct avec les populations du monde rural. Dans ces exploitations de céréales et de coton, Salif Ouedraogo écoute les explications des propriétaires et les techniciens de l'agriculture sur l'évolution de la saison pluvieuse. Encore des semis qui se poursuivent pour le sésame, le niébé, donc des opérations culturelles. Actuellement, ce sont les entretiens, l'application des engrais. La situation phytosanitaire, on dirait qu'elle est normale. Des explications qui rassurent le ministre quant à l'atteinte des objectifs. Cette année particulièrement, nous avons constaté qu'il y a il y a eu une augmentation des emblavures au niveau, par exemple, du maïs. On a près de 70% d'augmentation. Également, au niveau du coton, on a à peu près 10% d'augmentation. Et surtout du fonio où il y a près de 266% d'augmentation. Du site d'exploitation de Hadou Oumarou à Kiriba, au bas-fond rizicole de l'An, en passant par l'exploitation des 10 hectares du jeune entrepreneur Kassoum Dayo, les chapelets de doléances sont les mêmes. Sur ce bas-fond de 1400 hectares, les producteurs ont voulu obtenir d'autres tracteurs parce qu'ils ont déjà bénéficié d'un tracteur et d'un motoculteur du ministère de l'Agriculture. Mais ce n'est pas suffisant. Au niveau du ministère, nous allons prendre des dispositions pour qu'ils puissent avoir également un tracteur, mais surtout des moissonneuses et surtout des batteuses. La boucle de Mouhoun atteint plus d'1,051,000 tonnes de production en céréales, dont 144 000 tonnes de riz à la sortie de cette campagne humide 2021-2022. Nous allons dans le centre-sud où le mouvement sunnite du Burkina Faso a procédé ce matin à Manga au renouvellement de ses instances dirigeantes dans cette région. Le nouveau bureau composé de 42 membres a pour mission donc de promouvoir l'islam et de poursuivre les actions de développement dans cette partie du pays. Cérémonie d'installation en présence de Sié Lassina Ouattara et Hahadi Sandamba. Voici le nouveau bureau du mouvement sunnite de la région du centre-sud pour les 5 années à venir. Au nombre de 42, ils sont les répondants directs du bureau national dans leur ressort territorial. Cette présentation publique marque ainsi leur installation officielle. Désormais, ils ont la main libre pour agir au nom du mouvement sunnite dans cette partie du Burkina Faso. À leur tête, le président sortant réélu pour un nouveau mandat. Un mandat que l'équipe dit inscrire dans la continuité des actions. Avec le projet que l'ancien bureau est déjà entamé, c'est l'hôpital que je viens de dire. Aussi, ils sont en train de construire des écoles franco-arabes, aussi des mosquées inachevées, et d'autres qui sont déjà achevées. Donc, c'est une continuité, le nouveau bureau va prendre le relais et puis continuer. Et en même temps, d'autres projets à réaliser pour les 5 ans
comme mandat qui est à venir, Inch'Allah. Et pour y arriver, la nouvelle équipe peut compter sur la communauté dans son ensemble. À la tribune, tous sont donc passés réitérer leur engagement à soutenir toute action entrant dans le sens de la cohésion sociale et du développement. Pour diriger une communauté, il faut de la sagesse. Nous souhaitons que Dieu accompagne la nouvelle équipe afin qu'elle ait le sens de l'écoute et de la responsabilité. Nous souhaitons que chacun des membres soit un vecteur de paix. Le mouvement sunnite du Burkina Faso a été créé en 1973. L'installation du bureau régional du Centre-Sud marque le début du renouvellement de l'ensemble des structures de concentrés de cette association islamique du Burkina Faso. Jeune bricoleur au lycée, il est aujourd'hui un soudeur professionnel. Ibrahim Aboubakar Touré a aussi un penchant pour le mannequinat et cette passion, il l'exerce à Bobo Dioulasso dans le milieu très fermé de la mode et cela lui réussit. Nous confie Daouda Ouattara et Bienvenue Tansa qui l'ont rencontré sur place. Soudeur le jour et mannequin la nuit. 2 casquettes, 2 passions pour Ibrahim Aboubakar Touré. Col Sama au secteur 21 de Bobo Dioulasso. Ce matin, comme toujours, Ibrahim a le cœur à l'ouvrage. Depuis 8 heures, lui et son employé Ibrahim Faisal Diallo reçoivent des commandes. Il y a de quoi occuper pleinement la journée. Ici, on fait pratiquement presque du tout. C'est-à-dire que nous avons des portes, des fenêtres, des kiosques métalliques, la charpenterie de la toiture pour les stations, les chaises vitrées, les tables vitrées, les chaises à base de fer forgé. Jeune chef d'entreprise, l'usage du poste à souder n'a visiblement plus de secret pour Ibrahim Aboubakar. Depuis le bas âge, il s'attache à ce métier, devenu aujourd'hui un véritable gagne-pain. Ça nous permet de nous nourrir, de couvrir vraiment beaucoup de charges. Mon amour pour la soudure a commencé depuis au lycée. Depuis que j'étais en classe de 6e. Après le cours, je partais petit à petit faire mon apprentissage. C'est après le lycée que j'ai eu l'initiative de faire mon atelier et ensuite d'aller me faire former dans un lycée professionnel pour plus de crédibilité. Mais Ibrahim Aboubakar éprouve autant de passion pour la soudure que pour la mode. Sous cette blouse de technicien en structure métallique se cache une silhouette de mannequin. De l'atelier de soudure au podium de défilé, il n'y a qu'un petit pas pour lui. Quand j'ai commencé à être mature, je me suis initié à la mode. Tantôt je fais la mode, tantôt je suis dans ma soudure. Comme le mannequinat, ce n'est pas un métier en temps plein, donc je me dis que ça ne joue pas sur mon travail. Retour dans son atelier de soudure qui a ouvert ses portes en 2016. Ici, comme sur les podiums, le maître mot pour notre jeune mannequin soudeur, c'est la satisfaction. Satisfaction de ses clients, mais aussi de ses créateurs qui lui font confiance pour mettre en valeur leur création. Ibrahim Aboubakar Touré réussit jusqu'à présent ce grand écart et s'investit pleinement dans ses 2 passions. Seul bémol, nous confie-t-il, le métier de mannequin ne nourrit pas encore son homme ici à Bobo Dioulasso. Mais la passion de ce jeune homme pour le mannequinat reste intacte. Voilà, un livre qui devrait réconcilier les tout-petits avec la tradition orale. Mon livre de contes africains de Mariam Ouedraogo, repris en version audiovisuelle, est un recueil de contes du terroir Mouaga. L'album est dédicacé ce 12 août et c'est Gérard Sommet et Nyarki Teda qui nous le présentent. 2 œuvres audiovisuelles et un ouvrage intitulé Mon livre de contes africains, tous relatent des contes narrés en langue du terroir Mouaga. Des contes qui contribuent à mettre en lumière les valeurs de la société. À travers ces œuvres, Mariam Ouedraogo veut transmettre des valeurs culturelles aux jeunes, des jeunes en perte face à la mondialisation. L'œuvre est variée, c'est riche d'enseignements, on parle de la morale surtout. C'est une transmission générationnelle, c'est surtout la morale à travers les différents chapitres qui sont donnés. Morale d'honnêteté, morale du savoir-vivre, le vivre ensemble, la cohésion sociale, et j'en passe. Une œuvre appréciée par le monde de la culture qui considère les contes comme un outil performant pour la diffusion des valeurs endogènes. Les contes, qui sont un outil performant de diffusion de ces valeurs, ont tendance à disparaître. C'est en cela que nous avons voulu nous associer à l'initiative de Mme Ouedraogo
parce que par la production évidemment de ce premier tome des contes, elle fige dans le temps et pour longtemps un ensemble de contes qui sont traversés par des valeurs, notamment l'intégrité, la solidarité, la fraternité. C'est un livre de 57 pages et repris en album audiovisuel composé de 3 contes du terroir. Des histoires racontées en langue morée et sous-titrées en français. Conteuse traditionnelle, écrivaine, professeure de lycées et collèges et chargée de mission au ministère de la Culture, Mariam Ouedraogo souhaite l'introduction des contes comme module d'enseignement dans le système éducatif. Et voici le premier médaillé olympique du Burkina qui encourage les meilleurs élèves du FASO aux examens du CEP, BEPC et BAC. La rencontre entre Hugues Fabrice Zango et les 3 meilleurs élèves a été une occasion pour l'athlète de faire passer le message de discipline, d'ardeur et de persévérance au travail. Abdoulaye Kaboré pour les détails. Hugues Fabrice Zango au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le premier médaillé olympique burkinabé est venu encourager les 3 meilleurs nationaux au CEP, au BPC et au BAC, toutes séries confondues, à persévérer dans la quête de l'excellence. Il faut accompagner et encourager l'excellence. Il faut encourager le mérite. Et ça, c'est une vision que j'ai depuis tout petit. Peut-être que j'ai eu la chance, voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours voulu être excellent dans tout ce que je faisais. Et lorsque j'entreprends un truc, il faut absolument que j'aille au bout, que j'aille toucher la crème. Et c'est ce qui a fait que justement j'ai pu être premier au BPC. Et en fait, repensant à mon parcours, j'ai pensé qu'il était bien justement de revenir et encourager les plus jeunes frères. 2 des 3 meilleurs lauréats nationaux aux examens 2020-2021 étaient présents. Ce sont Uri Tiombiano qui a obtenu 18,42 au bac D, et ce, dans toutes les séries confondues. Et puis Yves-Stéphane Ouedraogo, le meilleur au CIP, avec 165 points sur 180 possibles. Je suis heureux de ce qu'il a fait et je vais encourager aussi mes petits frères à faire, avoir un bon exemple. Je vais être champion en sport comme à l'école. Je suis vraiment très heureux et très touché par ce geste. Franchement, je ne m'y attendais pas, mais surtout quand j'ai écouté un peu son parcours, il est vraiment une source d'inspiration pour nous. Le secrétaire général du MENA-PNL, représentant son ministre, a salué l'acte du donateur Hugues Fabrice Zango. C'est le sport qui a fait qu'on l'a connu. Et ici, il vient de démontrer qu'en réalité, le sport et l'école, c'est plutôt complémentaire. On peut être très bon et c'est au bout de l'effort qu'on peut avoir beaucoup de choses. Et le fait qu'il nous revienne pour se rappeler qu'en réalité, c'est peut-être l'école qui lui a appris le goût de l'effort. Pour nous, c'est quelque chose qui est important et ça devrait inspirer la jeunesse. Fabrice, après tous les honneurs reçus, l'athlète au triple saut va faire valoir ses qualités dans d'autres compétitions. L'actualité internationale nous conduit en Afghanistan où la percée des talibans accélère le retrait des Occidentaux. Les talibans sont aux portes de Kaboul et de nombreux pays décident de rapatrier leurs ressortissants. En Afghanistan, la situation semble évoluer très rapidement avec les groupes talibans qui se rapprochent de Kaboul. Les forces talibanes ont déjà pris le contrôle de la moitié des capitales provinciales, des succès militaires obtenus en quelques jours à peine. Ce vendredi soir, les États-Unis indiquaient que Kaboul n'était, je cite, pas actuellement dans un contexte de menace imminente, selon les mots du Pentagone. N'empêche, la plupart des pays occidentaux encore présents en Afghanistan sont en train de rapatrier leurs ressortissants. Ainsi, l'Espagne ou encore l'Allemagne, dont le chef de la diplomatie précisait ce vendredi après-midi. Nous allons réduire dans les prochains jours le personnel de notre ambassade au minimum absolument nécessaire. Nous allons envoyer une équipe de soutien à Kaboul pour nous aider à renforcer les mesures de sécurité et à mettre en œuvre les mesures d'évacuation que nous avons décidées. Le secrétaire général de l'OTAN s'est également exprimé à l'issue d'une réunion avec les ambassadeurs de l'Alliance à Bruxelles. Pas de décision officielle, mais un message réaffirmé. Les talibans doivent comprendre qu'ils ne seront pas reconnus par la communauté internationale s'ils prennent le pouvoir par la force. Réaction également à Londres.
Ce que nous devons faire maintenant, a dit le Premier ministre britannique, ce n'est pas tourner le dos à l'Afghanistan, mais continuer, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, à travailler avec nos partenaires pour nous assurer que le gouvernement de Kaboul ne laisse pas le pays redevenir un terrain fertile pour le terrorisme. De leur côté, les autorités françaises ont une nouvelle fois appelé leurs ressortissants à quitter l'Afghanistan dès que possible et de promettre par ailleurs, je cite, un effort exceptionnel pour accueillir en France des personnalités afghanes menacées pour leur engagement en faveur des droits humains. C'est ce que l'Élysée a fait savoir ce vendredi dans un communiqué. Et puis la Turquie touchée par des inondations meurtrières causées par d'intenses précipitations, une quarantaine de morts et de milliers de sinistrés. C'est le bilan provisoire de cette catastrophe naturelle historique dans le pays. Ces images, filmées par un drone, permettent de mieux se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe. Ici, sur les bords de la mer Noire, l'eau a tout emporté sur son passage. Poteaux électriques, arbres, voitures, les rues de ce village sont désormais aussi impraticables que méconnaissables. Un peu plus loin, cet immeuble, en partie détruit, qui menace de s'effondrer à chaque instant. Les habitants sont comme hébétés. Je n'ai rien vu venir. Je suis sortie et d'un coup, l'eau a jailli derrière moi. Je ne pouvais même plus me retourner. L'eau a tout emporté. Les maisons, les gens, absolument tout. Par endroits, le niveau de l'eau a dépassé les 4 mètres. Emportés par les flots, de nombreuses personnes manquent toujours à l'appel. Ce vendredi, le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu au chevet des victimes de ces inondations meurtrières. Il a promis l'aide du gouvernement et pointé du doigt le changement climatique. Cela ne se produit pas uniquement dans notre pays. Il y a aussi les États-Unis, le Canada, l'Allemagne et de nombreuses régions d'Europe qui sont elles aussi en proie à toutes sortes de désastres naturels. À peine remise d'incendies meurtriers, la Turquie est donc frappée par une deuxième catastrophe naturelle coup sur coup, les pires inondations depuis des décennies dans le pays. Et c'est la fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. L'information revient à 23h pour sa dernière version avec Amandine Lalsaga à la présentation. Excellente soirée à tous.